Donc, et Marie-Jessique qui va intervenir sur les thèmes éboulement d'amour, Joyce et Beckett. Allora, diamo la parola allora a Marie Jessique che interverrà con una relazione dal titolo Smottamenti d'amore, Joyce e Beckett. Sì, smottamenti d'amore e di corpo. Smottamenti d'amore e di corpo. Vous m'entendez donc à peu près correctement? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais poser une question un peu provocante, surtout après ces journées. Qu'apportent à la lecture de Joyce les lettres à Nora? L'intime relève-t-il de l'œuvre? Qu'ajoutent-elles, ces lettres, à l'œuvre ou bien à la psychanalyse? En quoi aident-elles à cerner le rapport de l'écrit à cet accident réel qui ne cesse pas de ne pas s'écrire en vie ou en œuvre? C'est Philippe Solers qui, premier, publia en France les deux premières lettres à Nora, qui sont celles du 6 et du 8 décembre 1909, donc choisies parmi les plus scabreuses. Beckett fut outré par l'obscénité d'abord de la parution avant même de celle des lettres, et il le fit savoir. Car enfin, ont-elles manqué à Lacan, lui qui en 1975 et bien avant leur parution écrivait dans le Symptôme, mais comme il avait la queue un peu lâche en parlant de Joyce, c'est son art qui a suppléé à sa tenue phallique. Je trouve cela inouï, c'est une phrase hypercute. Quel lacanien aurait osé écrire cela? Quoi? Elle confond les trois registres, assimile le pénis au phallus, fait de la sublimation une compensation de la jouissance phallique, mais Freud doit se retourner dans sa tombe. Certes, Lacan a récusé la délibidinalisation de la pulsion dans la sublimation, mais de là à soutenir qu'une érection artistique compenserait l'impuissance de l'organe, il y a une marge. D'autant que ceci contredit le statut de la lettre, qui chez Lacan, c'est bien connu, féminise son homme plus qu'elle ne le virilise. Mais Lacan insiste. L'écrit, dit-il, compense le petit bout de queue qui se conjoint mal à la parole. C'est là l'absence de rapport sexuel aussi. Et avant que ça se conjoigne, il y a quand même un petit temps. Ce n'est pas nouer le phallus au réel, mais le pénis à la parole, dans ce que dit Joyce, dans ce que dit Lacan. Il ajoute chez Joyce la jouissance de l'art de la lettre supplée à qui rêve de se sentir mal, un vrai. Pour ça, les lettres à Nora confirment sa volonté, puisque Joyce écrit « Je désire être le maître de ton corps et de ton âme ». Mais comment un art de la lettre peut-il suppléer, donc sur un versant jouissance femme, à un fantasme de virilité? Lacan qualifie les missives de bafouilles, bafouille, farfouille, barbouille. C'est le bec des oies dans la boue, quand l'intime écrase de son imaginaire fou, bafouille, toute énigme. C'est pourquoi je serai attentive à ce qui, dans ses lettres, fait énigme à Joyce lui-même. Or, si Lacan se demandait « Joyce était-il fou ?», Joyce aussi se posait la question. Le 2 septembre 1909, il écrivait à Nora « Je me demande s'il y a quelque folie en moi, ou l'amour est-il une folie ?» Il termine alors par ces mots « À d'autres j'ai donné mon orgueil et ma joie, à toi je donne mon péché, ma folie,
ma faiblesse et ma tristesse. Voici déjà pour distinguer le privé du public. À Nora, une jouissance folle, à l'œuvre, une jouissance virile. La folie n'est pas une structure. Elle dépend plutôt d'un bien-dire. Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est, j'éteins. J'éteins, j'avais pas mis, voilà. Pardon. Voici, oui, la folie n'est pas une structure, elle dépend plutôt d'un bien-dire, de la rigueur éthique du sujet dans l'amour et dans sa jouissance de la lettre. Sur ces questions, Beckett nous orientera. D'abord, écrit, mais pas pour être lu. Dans une étude de 1929, Beckett, c'est lui qui parle, dit de l'écriture de Joyce: la langue fait ce qu'elle dit. Elle dort quand il parle de sommeil et devient ivre dans l'excitation. À propos de Finnegans Wake, Beckett ajoute: ces écrits ne sont pas faits pour être lus. C'est mot pour mot ce que Lacan dira en 1966 de ses propres écrits. Mais Beckett ajoute: ils sont faits pour être appréhendés de manière visuelle et auditive. Joyce n'écrit pas à propos de quelque chose, c'est le quelque chose lui-même. Là encore, les lettres à Nora vérifient qu'elles ne sont pas faites pour être lues, mais pour être jouies, au point du reste de se surprendre que Joyce soit devenu aveugle et non pas sourd. Mais qu'en est-il pour Lacan, dont les écrits ne sont pas davantage à lire? Alors disons qu'ils sont écrits pour être vus dans leur schéma, manipulés dans leurs formules mathématiques puis topologiques, entendus dans leur voix et leur rythme. Là, l'écrit n'est plus du registre d'une jouissance, mais cause un désir de savoir, s'illicète. Les lettres à Nora ne suscitent pas le désir de savoir, mais savent virer à la folie. Le 2 décembre 1909, Joyce écrit, dans un moment qu'il faut qualifier d'hallucinatoire: pendant que je l'écrivais, ta lettre était posée en face de moi et mes yeux étaient fixés comme ils le sont sur un certain mot de cette lettre. Il y a quelque chose d'obscène et de lubrique dans l'apparence même des lettres de son mot. Le son, lui aussi, ressemble à l'acte lui-même, bref, brutal, irrésistible et diabolique. Vous entendez, ce n'est pas le sens lubrique du mot qui l'excite. Ce n'est pas non plus de le prononcer, c'est la lettre, sa ligne, sa trace, son bruit. Il lui faut les voir, les entendre, les toucher, plus encore que le corps de Nora, sauf à le prendre à la lettre de ses objets, bruits ou tâches. Le 16 décembre 1909, à la veille de son retour, alors qu'il écrit à Nora, il sombre à nouveau dans une débauche si folle que le lecteur se réjouit qu'il aille enfin retrouver Nora. Mais voici ce qu'il lit. Quant à moi, ma chérie, je suis si épuisée que je ne pourrais pas même faire l'amour. Chérie, je t'en prie, ne me baisse pas trop quand je rentrerai. Et concluant une lettre scatologique à outrance, il dit: oh, je n'ai pas très envie de te faire grand-chose, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est t'accompagner. À l'idée du retour, sa fin devient orale. Et si le fantasme, ce sont des plats cuisinés, là, c'est moins une épouse qu'une mère qu'il va retrouver. Son désir,
il dit « te parler, te parler, te parler » 3 fois. Ailleurs, il écrit « Quand je serai de retour, essaie de me protéger, ma chérie, contre les tempêtes de la vie. Or, je suis si fatiguée après tout ce que j'ai fait ici, que lorsque j'atteindrai Viascusa, je me glisserai tout simplement dans le lit, t'embrasserai tendrement sur le front, me pelotonnerai dans les couvertures, et je dormirai, dormirai, dormirai. » Le corps de Nora le berce, autant peut-être qu'une analyse jungienne aurait su le faire. Devant la propension de Joyce à l'inconscient jungien, Lacan à son tour écrit, mimant un peu comme l'abandon de Joyce, il glisse, 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 à son tour 3 fois. C'est donc peu dire de Joyce qu'il avait la queue un peu lâche. Ses bafouilles vérifient la lâcheté de son corps, ou qui le lâche, ou qui se lâche avec Nora. Nora, femme trop toute, mère et ventre qui le protège, vierge et madone, impudique, insolente, demi-nue et obscène. Mais où la lettre supplée à une fonction imaginaire de la jouissance. Comment? Éboulement du corps. Dans le portrait de l'artiste en jeune homme, juste avant la célèbre raclée notée par Lacan, Joyce écrit « Dans le silence de l'air gris et doux, il entendait les battes de cricket, de ci, de là, pic, pac. Cela, c'était le son qu'on entendait, mais si on en recevait le coup, on en sentirait la douleur. La férule produisait un son aussi, mais pas le même. Une baguette longue et mince rendait un son aigu et sifflant, et il se demandait quelle douleur cela pouvait causer. Puis plus loin, après qu'il ait reçu la férule, il ajoute de les imaginer endolories les mains. Il les plaignait comme si elles n'étaient pas à lui, mais à quelqu'un d'autre dont il aurait eu pitié. Je reprends donc. Fin de citation. Le premier écho de ce rapt de Joyce par le son de la baguette, bien avant qu'elle ne le soit de la lettre, a lieu ici dans l'enfance. C'est de la sexualité infantile dont il s'agit et c'est celle qui nous intéresse plus que sa débauche de fantasme imaginaire. La lettre le fouette jusqu'à l'hallucination de la douleur et ses mains si importantes pour lui, comme on l'a vu, aussi bien pour écrire, tombent sous le bruit de la férule comme une lettre, où le signifiant rate, les mains se détachent. Lui restera cette jouissance du bruit hors corps, jouissance d'aucune langue, mais de la langue tout attachée, la langue inentamée, bruitage hors sens, corps sien maternel hors signifiant, hors métaphore, hors discours, il lui faut l'écrit. C'est pourquoi je suis restée pantoise en lisant dans le symptôme, Lacan donc, je veux dire qu'il métaphorise son rapport à son corps. Mais non, justement, la métaphore n'a pas lieu. Et Lacan le confirme, qui écrit « Toute l'affaire s'est évacuée comme une pelure ». Là où Joyce écrit, je cite Joyce, « aussi aisément qu'un fruit se dépouille de sa peau tendre et mûre ». Ce ne sont pas là des métaphores, ce sont des comparaisons, voire des analogies. La lettre supplée au signifiant qui échoue à faire métaphore, donc à porter le réel du rapport. Ainsi, le corps se dissocie. Il ne s'agit pas de dénoncer une erreur de Lacan, bien sûr, mais de situer l'effet symptôme, là où la comparaison
tient lieu de métaphore. Car la comparaison ne métaphorise pas, elle encadre, entoure. Cork, le liège, n'est pas la métaphore de Cork, la ville, il l'encadre. Aucun rapport n'est établi, aucun effet poétique n'est obtenu. C'est une équivoque sur un même mot, le même mais différent. Sans doute est-ce là une énigme pour l'auteur lui-même, à lui l'étoffe, la jouissance de ses écrits, à la postérité le savoir. Sauf que ce faire semblant métaphorique, sans lui épargner la folie, la contient comme un symptôme en somme. Mais alors, qu'est-ce qu'un signifiant sans métaphore? Toujours dans le portrait, Joyce écrit « Cela faisait frémir ». Mais c'était là le frisson qu'on sent toujours en enlevant sa culotte. Il insiste. Il se demandait qui devait enlever la culotte, le maître ou bien le garçon lui-même. Plus loin, il écrit « Au son aigu et sifflant de la baguette et au frisson que l'on sent au bout de sa chemise en se déshabillant. » Le frisson que l'on sent au bout de sa chemise en se déshabillant, il éprouvait au-dedans de lui une sensation de plaisir étrange et calme. Nous avons bien lu, la chemise est le corps. La jouissance du frisson est l'étoffe du corps, de la chemise ou de la culotte. C'est dire que le corps n'est pas du registre de l'avoir, mais l'être lui-même pris à la langue. Ne dit-il pas à Nora qu'un de ses plaisirs extrêmes serait qu'elle le fouette, non pas façon sa chère masoche, mais comme une mère. Cela contiendrait son corps, dont Nora est l'étoffe. Il jouit, elle jouit. Il lui écrit « Tu es devenue une partie de moi-même, une seule chair ». En revanche, en 1922, quand Nora part, le laissant seul à Paris, il lui écrit « Il est évidemment impossible de te décrire le désespoir dans lequel je suis depuis que tu es parti. Hier, je me suis trouvée mal dans le magasin de Miss Beach et elle a dû courir me chercher quelques médicaments. Ton image est toujours dans mon cœur. » Nora le cadre. Elle part, le corps de Joyce part avec. C'est pourquoi je retiendrai culotte comme pseudo-signifiant qui joue à la métaphore, mais encadre de ses lettres le corps qui s'éboule, ou bien sous les coups, ou devant le départ de Nora. Joyce, je dirais, est culottée de Nora. Elle le contient. Il jouit d'elle et de ses dessous, au point du reste qu'il est très contrarié d'apprendre que Nora ose demander à une cousine de les lui acheter, ces dessous. Parce que c'est de sa chair à lui dont il s'agit. Christian Firins, ayant l'œuvre de Beckett dans l'original, je lui ai demandé ce qu'il en était de ce mot culotte en anglais. Alors il m'a dit que c'était trousers, et avec utilisation d'autres synonymes. Mais en revanche, il y a bien une répétition à cet endroit-là. Cette répétition, c'est down. Alors cela ne me semble invalider ni la traduction ni notre lecture, au contraire. Down, tombe, la culotte, Nora ou son corps. De la litière à la poubelle, nous parlons d'éboulement du corps, parce que le mot est de Beckett, qui parle dans un poème d'éboulement d'amour. L'éboulement de Joyce à Beckett ne frappe pas le même endroit. Beckett laisse s'ébouler la jouissance de l'amour, mais ainsi sauve avec son corps son rapport aux lettres et aux femmes. De l'écrit Lacan disait «
Je cite, c'est un extrait de l'objet de la psychanalyse. La conjonction fortuite, inattendue, de ce quelque chose qui est l'écrit et qui a ainsi d'étroits rapports avec l'objet A, donne à toute conjonction non concertée d'écrit l'aspect de la poubelle. Lorsque Lacan évoque la poubelle, il renvoie à fin de partie, où Beckett situe les corps de Nell et Nadge. Puis dans Littérateur, Lacan dira que Beckett sauve l'honneur de la littérature. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La littérature se prévaudrait-elle d'un honneur qui nécessiterait d'être sauvé, en quoi Beckett, en preux chevalier, y serait parvenu, contrairement à Joyce? Quand il est question de littérature en France, Verlaine et son art poétique font vite écho. Beckett aurait-il permis un nouvel art poétique? Chez Joyce, Lacan insiste sur le jeu de lettres entre a letter, a litter, lettres et déchets. Puis il ajoute que de ces lettres, Joyce fait litière. Entendons que les lettres lui font lit ou coucher sa jouissance dévergondée, malade, la litière. Dans l'objet, après avoir parlé de publiciste, Lacan crée le signifiant poubellication. Je le cite. « Chacun sait les jeux de mots que je me suis permis autour de la poubellication. Nous voilà donc un certain nombre, de par la grâce de qui c'est le Fils, réunis dans la même poubelle. On pourrait avoir plus désagréable compagnie. À la vérité, ceux avec qui je m'y trouve conjoints n'étant que des gens pour le travail desquels j'ai la plus grande estime. Je ne saurais de toute façon m'en trouver mal. Surtout que, pour ce qui est de la poubelle, en s'étant dominée par le génie de Samuel Beckett, c'est Lacan qui parle, nous en connaissons un bout. » Fin de citation. La nouvelle éthique du renouveau poétique de Beckett est d'avoir créé la poubelle qui sauve l'honneur de la littérature. Alors, 3 observations. Premièrement, publication publique, ont pour étymologie pubis, le temps où les hommes adultes, pubères, prennent place dans la vie publique. Donc, sexuelle, ajoutons-nous. Ainsi, la publication conjoint la vie sexuelle à la vie publique, ce que vérifient les lettres à Nora. Mais précisément, cette jouissance malade qui fait litière et compensatoire de l'écriture déshonore la littérature. Si Joyce fait litière de ses lettres, il en attend la gloire qu'il délègue à une recherche posthume pour à l'heure seulement y convier Nora, à qui il écrit « J'espère que le jour viendra où je pourrai t'accorder ». Un peu condescendant, non ? La gloire d'être à mon côté lorsque je serai entré dans mon royaume. En somme, quand il sera devenu Dieu, il concédera à Nora un bout de cette gloire prévue pour durer 300 ans. La culotte, Nora, ou la gloire, de la lettre, le cadre pour l'éternité. Deuxième remarque. Au contraire, pour Beckett, lettres et publications ne sont pas de lettres, ne font pas litière, mais fonctions éthiques de jouissance de vie qui n'ont pas à le porter à l'éternité, comme dit Lacan dans Encore. Beckett n'est ni être ni Dieu. Il n'a pas à sauver par son nom sa race. Beckett, gardien de la poubelle où Verlaine jetait la littérature et tout ce reste, les objets A, y place le corps. Est-ce une coïncidence ou un signifiant? Car ce reste, jeté par Verlaine, s'avère être le père,
PAIR, c'est-à-dire le rythme pair, à quoi Verlaine préfère l'impair. Alors, autorisez-moi à supposer que Beckett, pour avoir su se passer du pair PAIR et garder la poubelle, vérifie avoir su s'en servir. En cela, il a un corps qu'il peut perdre, mais il ne l'est pas. Il a investi sa vie et pour lui, la postérité, qu'elle vienne ou pas, c'est en plus. Ce n'est pas son affaire. Troisième élément, comme il le sait, poubelle est le nom propre, enfin comme il se sait, pardon, poubelle est le nom propre d'un préfet français qui a inventé ce conteneur à déchets. En jouant sur poubellication, Lacan fait de ce patronyme insignifiant qui ainsi passe à l'impair. L'écrit à faire déchet d'être avant de faire œuvre, se pourrait-il qu'une lettre vienne coincer le flottement de registres, possiblement disjoints chez Beckett, ceci sans faire symptôme. Je pose la question, c'est pas du tout une réponse, mais enfin c'est des champs où je cherche. La poubellication se passerait ici de ce que j'appellerais, passez-le-moi, la pubislication. Soit, et inversement à Joyce, d'une suppléance de jouissance femme. La poubellication se passe de la suppléance de la jouissance femme. Car Beckett aussi allait très mal, mais il a su recourir à l'analyse avec Bion, où, comme il l'écrit dans une lettre, il a compris y être pour quelque chose dans son mal. Avec grande humilité, il chercha alors à travailler sa folie à la lettre. Pour Beckett, la question « était-il fou ?» ne se pose pas. Lacan ne la pose pas. Au contraire, il lui reconnaît du génie. Si Joyce fit trouvaille de structure chez Beckett, je dirais qu'elle fut éthique. L'art de bien dire. Elle n'épouse pas sa jouissance, mais travaille à la réduire. Si c'est à Paris, auprès de Joyce, que Beckett a compris pouvoir faire métier d'écrire, il a su rompre sur ce style de Joyce, tout en lui préservant son estime et son amitié. Pour avoir trouvé des solutions qui lui évitent de s'ébouler dans la jouissance de l'amour et des lettres, Beckett sauverait l'honneur de la littérature. Il ne cherche pas une suppléance de jouissance dans les lettres. Et les femmes se surprennent de sa grande tenue relationnelle. Anatique, écrit de Beckett, un homme résolu, intense, érudit, passionné, et par-dessus tout, vrai, beau, habité par le souffle divin. Elle précise, il était poète dans la moindre de ses fibres et de ses cellules. Quant à nous, nous n'aurions pas parlé de souffle divin, mais plutôt d'un souffle humain. C'est beaucoup plus rare. Anne était une amie, pas une relation amoureuse, mais les femmes qu'il a connues témoignent de cette même estime profonde et respectueuse. Alors, pour conclure, je ferai 3 remarques. Dans son étude de 1958, La jeunesse d'André Gide, Lacan situait le rapport de la lettre au désir. En exergue, il faisait figurer une citation de Gide. Je la cite. « Métaphore ou non, ce que je dis ici est parfaitement vrai. » Notons que Gide corrigeait ainsi le titre de Goethe pour ses mémoires. « Vérité et poésie », c'était le titre. Or, Lacan n'est pas dupe. Chez Gide, le rapport de l'écrit à la dite vérité est métonymique, pas métaphorique. Or, dans les écrits,
Lacan situe son étude sur Gide entre le congrès de la sexualité féminine et son Kant avec Sade, soit entre suppléance et perversion. 20 ans après, avec Joyce, ce sera la suppléance de la lettre à l'insuffisance de la jouissance phallique qu'il cernera. Quant à la correspondance privée de Gide, Lacan ne s'en préoccupe que dans son manque, car Madeleine, l'épouse de Gide, a détruit ces lettres. Les lettres que Gide jugeait être le meilleur de son œuvre, qu'il faisait pleurer comme une femme, rajoute Lacan. Sauf qu'il manquait la vérité. Les lamentations de Gide éplorées disent assez la suppléance qu'elles apportaient à un amour si idéalisé que Madeleine n'y était pas. Madeleine a donc remis ses lettres à leur place et la vérité de cet amour avec. C'est en écho à ce que Flavia disait là. Mais alors, pourquoi Nora n'a-t-elle pas détruite ces fichues lettres de Joyce? D'autant que dans l'une d'elles, il le lui demande expressément et que Nora est décédée après lui, donc elle pouvait très bien les jeter. Aura-t-elle déchiré les siennes et gardé celles de son mari? Je réponds alors à ma question initiale. N'est-ce pas ici l'intérêt majeur des lettres à Nora? Elle qui a tâté jusqu'à saturation de la suppléance de jouissance qu'elle fournissait à la gloire de cet homme, n'a-t-elle pas voulu les transmettre, ces lettres, à sa postérité en contrebande, si je puis dire? Ainsi, ce geste de Freud, qui intégrait dans l'analyse les perversions rejetées par Aristote pour fonder, avec la psychanalyse, une nouvelle éthique, il se pourrait que Lacan, relisant Freud à partir de ses impasses, l'ait localisé chez Beckett, dont la poubellication fait son éthique et libère sa vie de toute suppléance à une jouissance phallique. Ce qui lui assure une ouverture. Ainsi cet homme, générique bien sûr, a fait de sa vie poème, Beckett. C'est ce que nous avons appelé le métier d'être homme, et Beckett lui disait invention de soi-même. Alors que Nora, en empêcheuse de tourner en rond, aura transmis ses lettres à la postérité, concourant à sa façon à mettre aussi la gloire de son époux à la tâche, si je puis dire. Voilà, merci. Voilà, j'ai fini. Merci Marie pour ton exposé. Grazie Maria per la tua relazione. C'est un dommage qu'il n'était pas écrit en italiano. Oui, voilà, je voulais m'excuser. È un Je problema voudrais juste, per gli avant que tu italiani. le fasses, Tatiana, je voudrais juste m'excuser en effet auprès de nos amis italiens de n'avoir pas eu le scusarmi con i miei amici traduire italiani. ce texte. Madame, il faut nous donner le temps de traduire, s'il vous plaît. E vorrei scusarmi con gli amici e colleghi italiani di non aver fatto tradurre il mio testo. Ton exposé, c'est une thèse. La tua esposizione è una tesi. C'est que moi-même, j'aurais besoin du temps, je dis, pour laisser poser les choses dans mon esprit. E io stessa avrei avuto bisogno di più tempo per far un po' depositare le varie questioni dentro di me. En tout cas, tu montres, ce que j'entends, c'est que tu montres très bien que la fonction de l'écriture pour Joyce et pour Beckett n'est pas la même. Allora, intanto tu mostri molto bene che la funzione della scrittura non è la stessa in Joyce e in Beckett. Dans ce sens de cette jouissance supplémentaire de la lettre. Hein? In questo senso di un godimento supplementare della lettera. Qui compte pour un, mais qui ne compte pas pour l'autre. Che conta per l'uno ma non per l'altro.
Donc ça, je crois que c'est quelque chose que tu pourrais nous montrer un peu plus davantage. E penso che su questo potresti entrare un po' meglio dentro. C'est intéressant cette question-là, toutes ces déclinaisons que tu fais de la culotte, les corps de Nora qui tombent, de la lettre à l'iter qu'Angela elle avait repris ce matin. È anche molto interessante tutto questo discorso che tu fai sulle culotte, le mutande di Nora, il corpo di Nora, su questi giochi fra letter, litter e già sviluppati da Angela. Alors, je ne sais pas si c'est mon oreille brésilienne qui a entendu comme ça, mais je vais te le dire comment j'ai entendu. Allora, non so se è il mio orecchio brasiliano che ha inteso così, ma comunque dirò come. Mais quand tu dis litière, ça m'a fait penser à la matière, litière. Allora, quando tu dici litière, questo mi fa pensare a matière, cioè materia. Oui, l'âme atière, dont Lacan parle. Ouais. E l'anima del terzo, l'âme à tiers, l'anima a terzo. Oui, en tout cas, c'est litière, quelque chose d'un tiers qui apparaît là, dans cette chute. Quindi come se in questo significante litière appare tiers, il terzo. Il y a une autre question qu'on a déjà évoquée tout au long de ces journées, mais qui revient là dans ton travail et qui, je pense, que c'est un point important. E c'è poi un'altra questione che si è sviluppata nell'arco di queste giornate, ma che ritorna nel tuo intervento, penso sia importante. Quand tu cites Joyce qui dit « Tu es devenue une partie de moi-même », quando tu citi Joyce che dice sei diventata parte di me, c'est cette nécessité de la présence réelle de Nora. Il punto è che lui necessitava della presenza reale di Nora. Qui est une relation qui par association me fait penser à cet objet de l'addiction. E questo a me fa pensare all'oggetto appunto della dipendenza, dell'addizione. Un objet qui nécessite d'être tout le temps là à portée de main. Di questo oggetto che è necessario che sia sempre lì a portata di mano. Je ne crois pas qu'on a utilisé ces termes, mais peut-être qu'il a une dépendance. Non è stata utilizzata questa parola, ma può darsi ci sia una dipendenza. De Joyce à Nora, et vice-versa sans doute, mais plutôt de Joyce à Nora. E allora credo che sia piuttosto una dipendenza di Joyce a Nora più che di Nora a Joyce. Après, je te pose, je fais des commentaires comme ça et tu réponds comme tu veux derrière. Merci. Mais je peut-être rajouter cette question qui est là derrière aussi. Qu'est-ce qui fait bander Joyce, qui a la queue très lâche, comme dit? Allora, poi c'è una questione che mi viene da porre, che cos'è che fa eccitare Joyce, visto che lui, come ci dice Lacan, ha la coda, cioè l'organo sessuale piuttosto floscio, diciamo così. Che bander, c'est le pénis en érection. Bien sûr, Oui, c'est bien ça. sûr. Ouais. Et cette dernière question qui me vient en t'écoutant par rapport à pourquoi Nora n'a pas détruit les lettres de Joyce. E poi la domanda che mi viene sul perché Nora non ha distrutto le lettere di Joyce. Et je me suis dit que Nora, elle était fourrée dans ses lettres. Mi sono detta che Nora era imbottigliata. Fourrée. Imbottita. Oui, mais fourrée en français, era come dire, infilata nelle lettere. Oui, mais fourrée a un sens sexuel, comme fourrer une femme. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Cioè fouet significa scopare una donna. Sì. Penetrare una donna.
Sì, elle était fourrée dans ces lettres. Era ficcata dentro queste lettere. Ouais. Penetrata dans ces lettres, sì. Sì. È come un argot pour parler de la penetrata. C'est comme si ces lettres les faisaient exister elles-mêmes. Come se queste lettere la facessero esistere. Donc elle ne pouvait pas les détruire. E quindi non poteva distruggerle. Ouais. En tout cas, on a des nouvelles qui disent qu'elle a détruit quelques lettres de Joyce en disant que il n'y avait rien d'important dedans. Hein. Donc elle a gardé celle qui comptait alors. Allora, Jan ci ha detto, però noi sappiamo che Nora in realtà ha distrutto alcune lettere di Joyce e allora Tatiana risponde, allora vuol dire che lei ha conservato quelle che per lei contavano. Voilà, beaucoup de questions que tu nous ouvres et qui on peut t'entendre parler de ça. Ok. Alors, merci Tatiana pour toutes ces riches remarques. Allora, grazie Tatiana per tutte queste ricche osservazioni, notazioni. Et puis de me laisser la possibilité d'y répondre ou pas. E di lasciarmi la possibilità di rispondere o non rispondere. Alors, je prends par la dernière question. Tu dis, qu'est-ce qui fait bander Joyce? Cos'è che farebbe eccitare Joyce? Je crois y avoir répondu. Je pense que c'est en effet la lettre, l'objet cessible, la tâche cet effet de culotte, c'est-à-dire de jouissance comme ça au bout de la chemise, qui excite Joyce. C'est pour ça que la lettre, en fait, a le même effet, si je puis dire. Alors, si j'ai bien entendu, pardonnez-moi, madame. Oui, pardon, non, mais c'est parce que c'est difficile, alors, on essaie de suivre une idée. Ok, si j'ai bien entendu, vous avez fait une sorte de liste de choses qui lui font bander, disons. Allora, no? Oui. Allora, lei fa una risposta in cui fa una sorta di lista delle cose che glielo fanno rizzare, glielo fanno addrizzare, cioè la culotte, la lettera, la macchia, la camicia. La lettre, la tâche. Oui, je dis déjà. C'est important, oui, voilà. C'est ce que j'ai dit dans mon texte, quoi. Mais je crois que c'est important parce que c'est par ce morcellement-là qu'il accède au corps de Nora, il me semble. Mi sembra che sia importante il fatto che lui acceda al corpo di Nora proprio attraverso questa frantumazione del corpo. Alors, maintenant, Nora, elle, dans quel état elle était? Moi, faire toutes les suppositions à partir de ce qu'on dit. On t'a perdu un peu, oui. Marie. On a perdu votre voix. D'accord. Là, vous m'entendez? Alors, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, voilà. Donc, je disais quant à Nora, fourrée ou pas, dans ta question, Tatiana, il m'est pour moi impossible de répondre, tout simplement parce que je ne sais rien par Nora. Nous n'avons que des suppositions de ce qui nous en revient de ce que dit Joyce, mais allora, c'est toujours de Joyce dont il s'agit. Rispetto a questa domanda, secondo cui insomma Nora non ha distrutto le lettere perché è proprio lì dentro, ben infilata, dice mi è impossibile rispondere perché tutto quello che noi abbiamo sono le supposizioni di Joyce, non sappiamo. Nora. Je n'ai pas d'écrit de Nora. Non abbiamo scritti di Nora. Alors,
Oui, je trouve très pertinente ta remarque sur l'addiction que représenterait Nora. C'est vrai que je trouve que cette fonction-là est tout à fait... en tous les cas, je ne sais pas si elle est pertinente comme ça, mais il faudrait travailler, mais je trouve que c'est intéressant à mettre au travail. E questa questione sulla dipendenza, al contrario, la trovo molto pertinente, non so cosa dire, ma forse una questione da mettere al lavoro. Est-ce que je peux vous poser sur ce point une question moi-même? Est-ce que cette dépendance, éventuelle dépendance, a à faire avec cette idée que Nora sert Joyce, cette nécessaire présence de Nora à faire avec le verbe che Lacan nous indique, c'est-à-dire serrer. Allora, sto chiedendo se, perché Tatiana poneva una questione molto reale, documentata, cioè che Joyce aveva bisogno della presenza reale di Nora. Allora sto chiedendo se questa... Allora, Tatiana poneva la questione dell'addizione e della dipendenza, e stavo chiedendo se ha un qualche legame con l'idea che Nora serra Joyce, che è la frase che ci dà Lacan per pensare il loro rapporto. Oui, personnellement, je pense qu'en effet, Nora quand même a été décisive dans le soutien de Joyce. Io credo che Nora sia stata decisiva nel sostenere Joyce, il corpo di Joyce, e voilà. C'était une codépendante, oui, Nora. Quindi è un corpo dipendenza, dice Tatiana. Oui. Oui, voilà, bah, c'est pour ça qu'elle le dicte sert comme Joyce, un gant, hein. comme une culotte. Oui, oui. C'est parce que c'est le même. Il le dit très bien, il n'y a pas de différence de jouissance. La chemise jouit. Enfin, c'est étonnant ce passage que j'ai lu. E questo, Je sais pas. questa camicia che gode, e questo trovo sia un passaggio veramente, insomma, che ci colpisce molto. Est-ce qu'on a des questions? Oui, la chemise qui jouit. Oui, il le dit lui-même, hein, c'est ce qu'il écrit, c'est pas moi qui le dis. Et est-ce que là, qu'est-ce qui est en jeu là? C'est une question d'enveloppe, c'est une question d'image. Quel est le niveau de cette... chiedo che cosa è in gioco lì, è una questione di involucro, come siamo abituati a pensare l'enveloppe, c'est une question d'image, qui jouit, qu'est-ce que c'est? Non, je ne pense pas l'image, je pense que c'est l'enveloppe, oui. C'est-à-dire que c'est ce qui le soutient, c'est ce qui le contient, mais c'est aussi là enfin moi, c'est ce que je vois aussi de la façon dont Lacan a constitué la question du symptôme. C'est ce qui entoure, c'est ce qui permet aux trois registres de tenir. Il y a différents registres, donc là, je dois traduire pour les Italiens. Allora, lei dice, credo che sia la questione dell'involucro e credo che lì la questione notevole sia che ci dica qualcosa sul santomo, TH, che permette appunto di tenere, là esce fuori. La façon dont Lacan a constitué l'idée du symptôme. C'est intéressant de voir la genèse. È il modo in cui Lacan ha costituito l'idea del santomo TH, cioè la genesi. Par ailleurs, ce que tu disais, Tatiana, sur la matière, litière, et la question de Dieu, ce qui est important, justement, Lacan disait que le rapport sexuel est impossible car il y a quelque chose dont on ne peut pas jouir, c'est la jouissance de Dieu, par exemple, d'une femme aussi, de la femme. Donc, il me semble que, oui,
là, le choix, c'est pour cela que le parallèle entre Beckett et Joyce me semblait intéressant, c'est que l'un a... Enfin, je vous laisse traduire. Et vous devez, s'il vous plaît, m'aider en répétant un peu plus doucement. Merci. Oui, bien sûr. Merci. Tatiana me posait la question sur la matière. Oui, parce qu'il y a un jeu de mots en français qui n'est pas en italien. Allora, Il y a l'âme attière, l'anima. Tatiana mi poneva una questione sulla materia, c'è lì qualcosa che è difficile da tradurre, che non c'è in italiano forse. Sì, perché l'âme attière, c'è l'anima. Nell'âme attière, in francese sì, c'è l'anima. In francese si sente l'anima, che in italiano non si sente invece. Voilà. E attière. E si sente anche il terzo, quindi si odono delle parole che in italiano non si sentono. L'âme, tiers, La matière. Alors, je rappelais en effet ce que Lacan dit et qui me semble intéressant, c'est qu'il dit que le rapport sexuel est impossible. Je vous laisse traduire. Allora, Lacan dice appunto che il rapporto sessuale è impossibile. Car il y a quelque chose dont on ne peut pas jouir. Che c'è qualcosa di cui non si può godere. C'est la jouissance de Dieu. Ed è il godimento di Dio. Et de la femme. E della donna. Y a au recto, la femme, nous dit Tilde encore. Alors, je crois qu'il y a une question dans la salle virtuelle. Jean-Luc Cattiali, qui voulait poser une question. Simplement, à propos de la litière, donc Tatiana a entendu d'une autre façon, je me demandais que la litière, elle est aussi du même ordre que le Sicut Palea de Saint Thomas. Allora, mi chiedo se la littiera non sia dello stesso ordine del Sicut Palea di Saint Thomas. Saint-Augustin. Non, Saint Thomas. Saint Thomas. Oui, oui. Oui, de toute façon, la litière, c'est pour ceux qui tombent du corps malade. Les déchets avec ce qui fait objet avec. Donc la litière, oui. Mais ce qui est intéressant, enfin je laisse traduire. Merci. La lettiera è per qualcosa che cade da un corpo, no? Cioè per malato, qualcosa che fa scarto, déchet. Donc, ce qui était intéressant, en effet, c'est que l'on fait un grand écart entre la litière et Dieu. Quello che è interessante è che non c'è grande scarto fra Dio e la lettiera. Oui, ce qui rend le rapport sexuel très difficile. Il che rende il rapporto sessuale molto difficile. Oui, comme on ne peut pas jouir des dieux du corps de l'autre, donc il y a cette jouissance de la lettre. Donc on peut imaginer grand A à la place de petit A, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant avec Beckett, c'est qu'il a utilisé la lettre pour réduire la jouissance. Allora, ciò che è interessante di Beckett è che ha utilizzato la lettera per ridurre il godimento. Voilà, c'est ça qui est intéressant et qu'il aboutit à une jouissance de vie. Enfin, en tous les cas, oui. Allora, je crois que c'est ça. De ce qu'en disent les femmes, c'est très intéressant, justement. Parce qu'il a trouvé des solutions, mais proprement, je dirais, sans utiliser une femme. Et si j'ai bien entendu, vous avez dit qu'il a abouti à une jouissance de vie. Oui. Allora, la cosa interessante è che così facendo, attraverso questa opera di riduzione, Beckett è giunto a un godimento della vita
ed era interessante quello che faceva con le donne. Alors que là où Joyce fait un élargissement de la jouissance de la lettre. Laddove invece Beckett va nel senso della riduzione, laddove invece Joyce va nel senso proprio di un'espansione del godimento della lettera, quindi due movimenti opposti. Oui, la suppléance, voilà, il va chercher suppléance à sa tenue phallique. E va a cercare una supplenza alla sua tenuta fallica. C'est possible de dire un mot? Oui, oui. Allez-y, Valentin. Oui, merci Marie pour ce bel exposé. La question que je voudrais vous poser, c'est celle des rapports entre ce que nous pensons et nous disons de l'auteur et ce que disent les textes. Allora, la domanda che vorrei porre riguarda la differenza fra ciò che noi pensiamo che un autore dica e ciò che il testo dice. Oui. Oui, bah là, non, je peux la préciser. Non, je veux la préciser. Une fois que je l'aurai précisé, oui. Adesso preciso. Quand vous dites que la question de la folie ne se pose pas pour Beckett. Quando lei dice che non si pone la questione della follia per Beckett. Moi, je dirais qu'elle ne se pose pas pour les protagonistes de ces textes. Io direi che non si pone per i protagonisti dei suoi testi. Parce que si on s'en tient au texte, elle est trop évidente. Et, oui, pardon. Corrélativement, il est tout à fait évident, et je crois que vous l'avez bien souligné vous-même, que tous ces protagonistes n'ont pas de corps. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase? Je redis, corrélativement à la première question, il est évident que les protagonistes des textes de Beckett, I protagonisti dei testi di Beckett, il est évident qu'ils n'ont pas de corps. È evidente che non hanno corpo. Et Marie l'a bien souligné. E Maria questo l'ha ben sottolineato. La poubelle. Alors, quand vous dites que Beckett a un corps, invece quando dite che Beckett ha un corpo, sur quoi vous appuyez-vous? Su cosa a cosa vi attenete nel dirlo, su cosa vi appoggiate? Sûrement sur son aspect, sur l'aspect qu'il donne, c'est-à-dire qu'il est toujours érigé dans l'imaginaire, bien sûr. Mais est-ce que vous avez d'autres éléments? Sul fatto che lui si tiene sempre sull'immaginario, ci sono altri elementi? C'est riche là, hein, ce que vous dites. Il faut que j'arrive à faire les... Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Déjà, je voudrais peut-être revenir sur cette question de la folie. Allora, vorrei tornare su questa questione della follia. Della follia, ok. Parce que j'ai dit que Beckett n'était pas fou, je n'ai pas dit qu'il n'était pas psychotique. Allora, io ho detto che Beckett non era folle, ma non ho detto che non fosse psicotico. Bon, mais précisez alors le sens que vous donnez à chacun. Oui, ce qui me semble, c'est que, quelle que soit la structure, on peut être fou ou essayer de réduire sa folie à la lettre. Allora, c'est la thèse que je propose. Allora, quel che mi sembra è che qualunque sia la struttura si possa essere fogli e cercare di ridurre la propria follia alla lettera. Cioè, c'est-à-dire que de la même façon, j'avance comme ça en me tenant entre la lecture de Lacan, enfin avec le texte et la lecture de Lacan. Je laisse traduire. Si, Madame n'a été pas claire avant si vous avez dit que par la lettre on peut travailler la folie. Oui, à la folie, c'est-à-dire que c'est Lacan qui appelle les bafouilles. Je trouve ça intéressant que les bafouilles, c'est justement les lettres d'amour où on se laisse aller à l'imaginaire comme ça. Marie, permettez-moi, pour éclairer la question. Je ne pourrais pas répondre en même temps s'il y a...
parce qu'il y a la traduction, Merci. la densité de questions. Merci, Si en plus merci. vous revenez... Et donc, Oui, j'écoute Valentin. Oui, je voudrais préciser ma question. Piccola. vorrei precisare la mia Ouais. domanda. Ouais. Alors, il y a encore ma dernière question ici dans la salle. Et après, on va passer à l'exposé suivant. Ah, peux la poser, excuse, là, je peux poser je n'entends pas, oui. Oui. Excusez-moi, je Mais n'entendais quand- plus. Juste ça, quand vous dites la folie n'est pas une structure, est-ce que vous diriez que la psychose n'est pas une structure? Puisque Non. vous pouvez distinguer. Non, non, Donc la non, psychose est une justement. structure. Et la folie est simplement ce qui apparaît ou ce qui n'apparaît pas. Il n'est pas question de structure pour elle. C'est ce c'est qui bien. apparaît ou pas. Bon. Mais on est d'accord. Mais je crois que moi, personnellement, la lecture que j'en faisais, c'est que la folie était une position éthique Allora, à l'égard de la jouissance. allora, precisiamo che prima è stata fatta una distinzione fra la psicosi come struttura e la follia e adesso appunto Marie sta dicendo che parla di follia come di una posizione etica. Merci Marie, et je crois qu'on en parlera bientôt. Oui, on va passer à la D'accord, dernière oui. question. Ringrazio, dice, ne parliamo piccola. presto. È molto difficile. Allora perché... No, volevo riprendere questa cosa di Beckett, ci sarebbero tante cose. Che in effetti Lacan dice che Joyce è un po' santo, non del tutto. E lui lega poi in televisione questa questione della santità alla questione della rinuncia al godimento. Et Elisabetta, il faut traduire. Alors, c'est-à-dire que Lacan dit que Joyce est saint dans le sens de la sainteté, un peu, pas toute, à moitié. Et après, il lit cette question de la sainteté alla posizione dell'analista di farsi oggetto piccolo a per l'altro e di rinunciare al godimento, di non godere della santità. C'est-à-dire à la position de l'analyste qui se fait objet et sans jouir de l'autre. E Joyce gioisce troppo della sua santità. Tandis que Joyce, il jouit un peu trop de sa sainteté. E per esempio Éric Laurent lega la santità di Joyce al suo côté femminile, al suo godimento altro, a questo lato. Et alors, Éric Laurent, il va lier cette jouissance, cette sainteté de Joyce à sa jouissance autre. Mentre c'è un filone filosofico, Deleuze, Zizek, eccetera. Tandis qu'il y a disons, un courant philosophique comme par exemple Zizek ou Deleuze, che hanno comparato in modo diretto Joyce e Beckett. Qui ont vraiment approché d'une façon très directe Joyce et Beckett. Dicendo che Joyce non rinunzia affatto al suo godimento, non fa un'operazione, Zizek è molto radicale su questo, che non fa decadere la lettera, finito, e invece Beckett sì, quindi ecco, oui. su questo Oui. volevo chiedere. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, il me semble que c'est le sens de mon propos, quoi. Lei dice sono del tutto d'accordo, in Joyce c'è quello che lei prima ha chiamato questo élargissement della jouissance de la lettre, mentre in Beckett c'è una riduzione. Très bien. Grand merci Marie.